D'abord, merci pour m'inviter. C'est toujours avec une certaine émotion que je reviens, non seulement en France, mais surtout dans cette salle, dans cette ville, parce que bon, je suis bien allemand, je ne vais pas le cacher, je n'ai pas honte. Bon, j'ai honte parfois de la politique de Mme Merkel, mais c'est pour d'autres raisons. J'ai honte aussi pour une certaine partie de l'histoire, mais sinon être allemand, ce n'est pas un problème majeur aujourd'hui. L'avantage, c'est que j'ai été civilisé dans une famille qui est bien présente dans cette salle aussi, qui s'appelle Ligue de l'enseignement. Et donc j'étais un des travailleurs immigrés de bonne couleur, bien évidemment, qui a travaillé à la Ligue et qui a assisté pendant de longues années à un certain processus de mutation aussi de la vie associative. Et bien évidemment, après cette intervention brillante qui me fait beaucoup penser, et je trouve que c'est bien de revenir en France, parce qu'on se nourrit. On s'est nourri à midi, c'était bien, c'est pas les sandwichs à la bruxelloise, on se nourrit aussi à travers une réflexion de fond. Et ce qui me fatigue vraiment à un très très haut niveau à Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas de niveau de réflexion. Parce qu'on a, et c'est pas nouveau, on a toujours voulu produire du commun, faire des choses ensemble, sans réfléchir pourquoi ça pouvait être difficile et sans réfléchir aussi quels étaient vraiment les fondements de nos sociétés, quels sont les fondements de nos actions différentes et quelles sont aussi les différences de structuration. Je disais tout à l'heure, le passage de la Ligue de l'enseignement. Mes amis n'ont pas à me pardonner parce que je ne suis plus employé de la Ligue, donc j'ai la parole libre. D'ailleurs, je l'avais déjà à l'époque. Et ça a tenu 17 ans, donc c'était pas ce qui prouve que la démocratie associative peut fonctionner. Et d'ailleurs, une petite remarque. Quand on a dans les sondages, pourquoi la vie associative a une certaine reconnaissance, pourquoi on se réfère plus facilement à la vie associative qu'à l'État, plus facilement aux associations qu'aux syndicats, plus facilement aux associations qu'aux partis. C'est qu'il y a une partie de crédibilité qui fait quand même la différence. Ce n'est pas un fonds de commerce, la crédibilité. La question de la crédibilité de l'action, je crois que c'est ça qui séduit les citoyens qui participent dans la vie associative ou qui observent la vie associative. Et bien évidemment, c'est aussi un lien social que nous créons. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le revendiquer aussi sur le plan européen et international. Parce qu'il était question des mutations. Pour des mutations, on a assisté aux festivités des 30 ans de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Et indépendamment des convictions politiques, c'était quand même des belles leçons d'histoire qu'on pouvait observer. Parce que qu'est-ce que les socialistes à l'époque avaient fait en France? Ils ont quand même réhabilité l'économie et l'entreprise. Ce qui était, après le premier passage, le début du gouvernement Roy, c'était un peu conflictuel. Mais après, dans le discours qui était quand même plutôt aussi dans la vie associative en France, un discours politique militant, on est passé à l'économique. N'est-ce pas Jacques Chauvin? Les centres de vacances, c'était ressources, un programme d'échange ou un programme tout court, un programme éducatif devenait produit. Un catalogue mettait des produits de tourisme social à la vente. On connaît les raisons. On connaît les raisons, parce qu'on était pris en tenaille pour une part, parce qu'avec l'arrivée de la première cohabitation, tous ces rêves de financement non seulement des services publics, mais aussi de la vie associative étaient coupés court. Donc il fallait quand même exister, trouver une existence, c'était à travers l'économie. Et donc le piège dans lequel on est tombé, nous tous, c'était effectivement, on trouvait que ça faisait moderne. Réhabiliter l'entreprise, considérer que nos associations ont aussi un côté entreprise, ce qu'elles ont. Elles l'ont, indéniablement. Mais ça mettait un peu à perte de vitesse tout cet esprit de citoyenneté et d'engagement civique. La révolution culturelle est quand même arrivée avec tout le mépris qu'on avait dans la prononciation d'un terme qui était, jusqu'au début des années 80, relativement à la mode, le socioculturel. Le socioculturel, du coup, devenait du socioculte, et celui qui était socioculte, c'était un arrêt, il n'avait rien compris des changements de la société. Donc en fait, si aujourd'hui on considère qu'il y a une victoire d'une révolution culturelle qui vient de Thatcher et de Reagan, c'est que même dans nos milieux à nous, on a accepté le fait économique et on est toujours dedans. Bien évidemment, je ne prône pas le retour à l'arrière parce qu'il n'y en a pas. Mais bien évidemment, la recherche aujourd'hui pour la vie associative à travers l'Europe doit être effectivement trouver le juste milieu, comme le disait Molière, entre un engagement civique pour une part et entre des réalités de gestion d'une entreprise associative, parce que nous avons une responsabilité pour les employés. Moi j'en ai 12 à Bruxelles, je peux dire quelque chose, c'est le marché d'emploi de la vie associative sur le plan européen. C'est pas gai toujours, ni pour les uns ni pour les autres, mais on sait aussi que quand on dit qu'il y a une croissance d'emploi dans les conférences en Europe, on me répond souvent, on dit voilà, l'économie sociale
c'est le secteur avec la croissance d'emploi la plus importante comparée aux autres secteurs. Statistiquement, c'est vrai. Statistiquement, c'est vrai. À la différence qu'il faut bien regarder quel type et quelle qualité d'emploi. Et vous savez de quoi je parle. Et maintenant, nous viennent nos amis de Cameroun de l'autre côté de la Manche avec leur idée de Big Society. Et on a l'année européenne du volontariat. Je suis d'accord qu'il faut se pencher sur la question du statut volontaire. Et entre volontariat et bénévolat, on connaît le débat en France, on connaît les hésitations aussi des syndicats sur un certain nombre de choses, mais bien évidemment, moi, je serais très opposé à l'idée d'accepter, ne serait-ce que d'accepter l'idée de remplacer les emplois, pas toujours de qualité, mais quand même, une intervention professionnelle par une intervention volontaire. Il peut y avoir complémentarité, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est là le distinguo qu'il faut développer. Mais ce qu'on voit aujourd'hui en Angleterre, c'est relativement clair. Le gouvernement conservateur, il coupe de partout, et quand il y a des besoins sociaux quelque part, il fait appel au volontariat, aux associations. Donc félicitations du jury, c'est un choix de société, ce n'est pas le mien, mais c'est aujourd'hui, c'est le choix auquel on est confronté. Et d'ailleurs, pourquoi il y a une certaine chance pour un certain mainstream de cette position? Parce que l'économique a aussi primé sur d'autres projets politiques. Je prends l'élargissement de l'Union européenne. Comme vous regardez, après la chute du mur, il y a maintenant bien plus de 20 ans, les élites de ces pays, ils étaient inspirés, les nouvelles, les anciennes, bon, c'est eux qui gèrent Gazprom et compagnie, les pourritures continuent à être au pouvoir, comme c'était le cas aussi en Allemagne après la chute du nazisme, un certain nombre d'entreprises et aussi dans la vie publique, il y avait encore des anciens nazis là-dedans. On ne va pas les éliminer quand même comme au Cambodge, ce n'est pas la solution bien évidemment, mais la question c'est qu'effectivement ces anciens réseaux, ils continuent à fonctionner pour une part, mais pour d'autre part, cette nouvelle société qui a été bâtie, tout le monde a bien intégré qu'il faut d'abord créer de la richesse avant de pouvoir la redistribuer. Et donc on fait d'abord l'économie et après on fait le social. Avec un grand problème, par exemple quand on regarde des pays comme la Hongrie ou autres, la social-démocratie en Hongrie, elle a disparu, elle n'existe plus. Et pourquoi? Parce qu'elle était adepte aussi de cette idée, il faut d'abord le développement économique et on dénigre complètement l'investissement dans les infrastructures sociales, dans les politiques publiques sociales. Et je suis d'accord, il faut faire très attention, ce n'est pas sémantique, ce n'est pas une question de traduction entre bien commun et bien public. Ce que je crois, c'est bien évidemment, on a une tendance aujourd'hui, on voit arriver dans le débat à la fois, encore une fois, cette connotation anglo-saxonne entre le bien commun et à la fois certains qui disent qu'il faut revenir à réhabiliter le politique et le public, donc l'intervention publique. Et ce qui est d'ailleurs, ce qui est quand même marrant, quand on prend le vécu des citoyens, quand il y a une tempête, on se souvient, il y a eu des tempêtes en France et en Europe, la première chose que les citoyens demandent, c'est quand même que l'EDF remette le courant et fait appel à une entreprise publique. Quand ça ne marche pas, c'est parce qu'elle est publique et pas assez privatisée. Et que l'État doit intervenir, et les paysans, quand il y a trop de pluie, c'est l'État qui doit intervenir, quand il y a sécheresse, c'est l'État qui doit intervenir. C'est aussi une ambivalence, une ambiguïté dans la relation qu'on a par rapport à l'État. C'est les réalités des sociétés, il faut faire avec. Mais les grandes difficultés que je vois, c'est les challenges au niveau sociétal, et je vais revenir après sur qu'est-ce que peut faire la vie associative sur le plan international et européen. Je crois qu'il y a plusieurs tendances. La première, il faut se donner une identité. Il faut se dire, voilà, on existe, pourquoi faire? Et quelle est effectivement la bonne balance entre l'économique et le civique, le côté civique de nos actions. D'autre part, on assiste non seulement à l'émergence de nouveaux médias, et on peut les aimer ou pas aimer. Pour moi, dans Jacques Chauvin, j'ai un ami qui fait la même chose, tu vois, par principe, pas de Facebook. J'ai une vie qui est la mienne, et je n'ai pas envie de la partager uniquement avec des amis, mais la place publique, c'est la place publique, la vie privée, c'est la vie privée. Il faut bien les distinguer. Je sais qu'avec mes enfants, je ne vais pas l'expliquer parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils trouvent que c'est normal de tout communiquer, mais aujourd'hui, on voit quand même que ces nouvelles médias ont quand même une importance et peuvent déclencher aussi des mouvements, des changements, des transformations, comme on l'a observé par exemple dans le Maghreb et dans le Machrek, parce que ce n'étaient pas des associations, il n'y en avait pas. La vie associative en Algérie, à ma connaissance, dure. La vie associative en Tunisie, difficile jusqu'à aujourd'hui. La vie associative en Égypte, illégale. Donc, l'émergence d'un mouvement de transformation venait par des cercles de quelques intimes, comme toutes les révolutions, de convaincus qui ont su communiquer et établir un autre lien social. Et à un moment donné, il y avait éruption et il y a un mouvement. On ne sait aujourd'hui pas quel va être le résultat de ce mouvement,
Mais on voit qu'il y a un ras-le-bol qui arrive à un moment donné, comme il est arrivé aussi en Espagne. Un pays où il y a 40% de chômage des jeunes, où même mes amis me disent ils ne savent pas pour les enfants qui ont 30-35 ans aujourd'hui, quel va être l'avenir, à part apprendre l'allemand et essayer de s'installer peut-être sur le marché allemand du travail. Ce n'est pas une solution. Ça, on l'a connu dans les années 60 et 70, mais avec la différence que cette vieille règle qu'on avait à l'époque, tu vas à l'école, tu apprends bien, tu termines bien, tu fais les bonnes études, tu as les bonnes notes, tu as les bons diplômes. Eh bien non, les bons diplômes et tout ça, c'est plus un automatisme nulle part. Et je crois que c'est ça, c'est quand même une transformation dans la société qui est très très grave, parce que nous, on peut faire ce qu'on veut à titre de vie associative, mais quand à l'intérieur d'une société, l'espoir de la possibilité d'améliorer son avenir, au moins de garder l'espoir d'un projet de société qui est à la fois un projet global et un projet individuel. Sur le côté individuel, s'il y a un risque d'atomisation, c'est-à-dire tout est aujourd'hui aussi mis, c'est toi qui es responsable. À l'américaine, tu peux être millionnaire ou tu nettoies les assiettes. Quand cette absence de pouvoir et de confiance dans l'avenir, je crois qu'en France, vous avez aussi l'exemple. Pendant une campagne présidentielle, on trouve la pomme, on trouve le travailler plus pour gagner moins. On a ce magnifique titre qui appelle la société à travers les médias pendant des mois et des semaines, presque un an, ça fait la une et on y croit. Mais à partir du moment où le gouvernement soit en place, bien évidemment, il fait face à la réalité. Et je crois que c'est ce détournement aujourd'hui d'un engagement civique de la chose commune, qui est aussi le res publica, c'est les politiques. Je crois qu'on a une responsabilité, et ce que nous prônons dans un certain sens, aujourd'hui, c'est une alliance sur le plan européen entre progressistes, partis politiques progressistes, oui, il y en a. Parfois, ils sont plus progressistes au niveau européen qu'ils le sont sur le plan national. Les syndicats, oui, parce que le mouvement social organisé, il en faut. Parce que c'est quand même nous, nos associations n'existeraient pas, il ne faut pas l'oublier, s'il n'y avait pas eu le mouvement syndical, parce que le mouvement syndical, dans un bon nombre de pays, c'était quand même la première forme associative qui existait. Et le troisième, c'est effectivement s'organiser sur le plan européen, international, et ensuite de descendre sur les autres niveaux, pour avoir des alliances, pour développer une agenda. Je voudrais revenir à la fin sur l'agenda, quel peut être l'agenda politique aujourd'hui. D'accord, 5 minutes? Oui. Voilà, il faut 10. Merci. L'histoire de notre engagement sur le plan européen, c'était une histoire à la fois un peu politique et un peu naïve. Pourquoi politique? Il y a eu, par exemple, dans mon association de l'enseignement, quelqu'un comme François Coursin, comme certains se souviennent encore dans cette salle, qui est venu nous embêter avec les traités de Rome. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va nous embêter avec les traités de Rome? Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie associative? Et lui, il avait une vision, il avait compris que c'était autour des traités que se construisait l'Union européenne. Et d'ailleurs, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est toujours le cas, que ça s'appelle Maastricht, que ça s'appelle Nice ou que ça s'appelle Lisbonne, le fonctionnement est ainsi, avec toutes les faiblesses que je conçois. Et naïf, pourquoi? Eh bien parce que, bien évidemment, à partir de 86, Jacques Chirac, on coupe, pas les têtes, mais on coupe les subsides, et on s'est dit, il y a peut-être des moyens à trouver à Bruxelles, donc il faut aller à Bruxelles et essayer de trouver des financements complémentaires, mais la réalité, jusqu'à aujourd'hui, que je sache, tant qu'on n'est pas reconnu expert par la Commission européenne et qu'on est bien ou grassement payé, il faut toujours présenter des projets pour lesquels il faut trouver un cofinancement. C'est-à-dire à partir du moment où on ne trouve pas de cofinancement, pas de projet européen, ainsi de suite, donc on se met des complications à part la gestion administrative. Et le processus qu'on a eu, bien évidemment, au début, comme c'était très motivé par la question financière, on s'était dit, on y va tout seul, on ne peut pas voir les autres. C'était une problématique où on ne cherchait pas les alliances. On essaie chacun de se démerder, je connais un français, je connais un allemand, et on faire, c'était un peu le système D, dans un certain sens. Après, dans cette évolution, bien évidemment, il y en a d'autres qui ont compris quelles sont les institutions, comment se positionner à l'égard des institutions, et qu'il faut des alliances. Où était le problème des alliances au départ? C'était un problème culturel. Parce que, prenez l'exemple de la Ligue de l'enseignement, à ma connaissance, il n'y a toujours que 3 ligues de l'enseignement en Europe, une en Belgique qui dit toujours qu'elle a 2 ans de plus que la française, et une autre en Espagne qui s'est développée vraiment les dernières années et qui peut être en compétition avec la Ligue française, par exemple. Et on sait que les CMA, toutes les autres associations, chacun a commencé à se constituer un réseau de partenaires, et chacun, outre les problèmes linguistiques et de communication proprement dit, a fait face à des difficultés quand même à s'organiser, à se mettre ensemble. Je crois qu'aujourd'hui on est plus loin. Et une étape décisive,
elle se situe historiquement au milieu des années 90, quand on a commencé à s'organiser sur le plan sectoriel. Et tu as tout à l'heure évoqué la question de la plateforme sociale. Bon, il se trouve qu'on peut encore gagner les élections. Bon, je suis un exemple. J'ai été élu pour la 3e fois comme président de la plateforme sociale, qui regroupe 45 grands réseaux des ONG du social et qui a obtenu, ce qui est quand même très très précieux, un statut d'interlocuteur privilégié de la Commission et des institutions européennes et du Parlement et du Comité économique et social et du Comité des régions. Parce qu'on a réussi, grâce à l'organisation sectorielle et à la coordination, d'avoir un dialogue civil transversal avec les institutions. Et vous pouvez demander, ça sert à quoi? Ça sert quand même à être présent dans les débats européens. Je vais vous donner 2 exemples. Parce que je sais qu'on a toute la facilité du monde à cracher sur l'Europe, surtout en France, et à dire ça ne nous importe rien. Et je me souviens du débat autour de Lisbonne. Vous savez qu'il y a un traité de Lisbonne. Il y a quand même 2 prérogatives là-dedans qui sont très importantes. Un engagement légal, une obligation pour l'Union européenne de contribuer ou d'assurer le bien-être de ses citoyens. Moi, j'attends le jour que quelques avocats ou quelques associations vont payer des avocats pour aller au Luxembourg, à la Cour européenne de justice, et mettre l'Europe au défi. On pourrait le faire, mais on n'a pas encore trouvé les experts qui ont envie de le faire. Mais techniquement et juridiquement, on pourrait le faire. Et deuxièmement, c'est quand même important, on parle toujours d'une société basée sur les droits. La charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne, c'est nos réseaux associatifs qui l'ont obtenu. C'est nos réseaux qui ont contribué à ça. Les prérogatives de l'actuelle stratégie de l'Europe 2020, elle est quand même plus verte et plus sociale, c'est les coordinations de la vie associative qui l'ont obtenu. Et bien évidemment, ça ne se traduit pas encore dans des politiques dans les États membres, mais au moins, nous, on a fait le boulot sur le plan européen. Maintenant, à voir quel est le travail qui reste à faire dans les États membres. Donc je crois aujourd'hui, et je vais finir sur les réflexions, bien évidemment, sur quels sont la tendance et quels sont les éléments d'une agenda européenne qu'il faut avoir. Le challenge et le défi majeur aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas le fossé qui existe entre les élites et les citoyens en matière des institutions européennes. C'est vrai que c'est affolant d'assister à des débats à Bruxelles quand on entend, comme par exemple il y a 2 semaines, la vice-présidente de la Commission européenne de dire « mais tout va bien, tout va bien ». Ah bon? Oui, parce que tout va bien, on a la crise, mais on la maîtrise. Ah bon? Tout va bien parce qu'on a voulu toujours avoir une gouvernance économique, on l'a. Oui, et quand on regarde derrière cette gouvernance économique, il y a quand même un côté social qui est complètement sous-estimé, c'est que cette gouvernance économique aujourd'hui condamne un certain nombre d'États à l'austérité. C'est les fameux États dont il est souvent question, pas que la Grèce, mais aussi le Portugal, l'Espagne et l'Irlande. L'Irlande quand même un peu moins, elle est un peu moins touchée, on en parle moins. Mais surtout, on prône une idéologie qui est une idéologie néolibérale quand même. Plus de flexibilité en matière d'emploi, plus de flexibilité sur le système de retraite et des pensions. Et on connaît, surtout en France, je ne vais pas vous le dire, on sait ce qui va en être le résultat sur le plan européen. Et on a à la fois la carotte qui est le bien-être dans les traités de Lisbonne, et à la fois on a ce qu'on appelle en anglais smart, and sustainable and inclusive, donc une société plus durable et plus inclusive, mauvaise traduction, mais en fait basée sur la cohésion sociale. Et résultat, je pense quand même que la politique économique et fiscale et financière, elle va dans un tout à fait autre sens. Et c'est là-dessus qu'il faudrait, à mon avis, qu'il faut faire quelque chose. Je ne suis pas un grand fan de Susan George, mais bon, je trouvais qu'elle était hier dans une conférence à Bruxelles, et je trouvais qu'elle était bien, parce qu'elle a dit, il y a 3 R, et même en français, ça fait 3 R. Il faut premièrement, cette politique-là, il faut la rejeter, c'est évident. Le deuxième R, c'est qu'il faut organiser la résistance. Je sais que les milieux anti-globalisation et tout ça, ils aiment les luttes et les sports. Sauf que parfois, dans l'agenda, il n'y a pas trop de choses pour créer des changements. Et elle dit, et après, il faut surtout contribuer à reconstruire l'état de providence. Je sais que c'était un mot banni, c'est pire que Dracula et Light. C'est l'état-providence. Mais c'est là-dessus qui est basée la cohésion sociale de nos sociétés. Si on met ça en cause, on met le feu à la baraque, comme on dit en bon français, et aussi dans d'autres langues on dit la même chose. Et je crois qu'il faut être bien conscient que sur ce plan-là, on a une responsabilité civique, la vie associative aussi. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. L'agenda, si c'est un agenda, il faut à la fois
se mettre d'accord sur les contenus, qu'est-ce qu'on veut obtenir à travers les politiques européennes, et à la fois, il faut avoir la vie associative structurée, reconnue. Structurée, elle est à travers les sectoriels, les transversaux. On peut l'améliorer. Il faut aussi, je sais que je peux le dire ici à la CPCA, je sais qu'il y a un débat que vous avez avec le NCVO de Grande-Bretagne, nos amis british, bon, sur est-ce que, oui ou non, il faut des coordinations, est-ce qu'il faut une coordination des coordinations nationales? Votre réponse peut être oui, votre réponse peut être non. Mais elle a une dimension politique qu'il ne faut pas sous-estimer. Quelle est la dimension? Aujourd'hui, la bataille avec l'introduction des nouvelles institutions européennes comme un président permanent du Conseil européen, comme une chargée des affaires politiques étrangères, en fait, donne beaucoup plus, une autre autorité, ça s'appelle, donne beaucoup plus d'importance encore et de pouvoir à une méthode qui est la méthode intergouvernementale. Et on l'a vu l'exemple. Madame Merkel et le président Sarkozy se baladent à Deauville et décident c'est l'Europe. Moi, à l'époque, naïvement, j'avais une autre idée du moteur franco-allemand. Mais en fait, si c'est ça, on a un problème parce qu'on a en même temps des institutions qui, en principe, doivent fonctionner sur un mode communautaire. Un mode communautaire, c'est de se mettre d'accord dans les transversales et dans les sectoriels. Et moi, bien évidemment, c'est pas parce que je suis à la plateforme et à Solidaire, mais moi je sais que c'est la voie qui n'est certainement pas la voie royale, mais on dit l'entente royale, mais c'est la voie qui donne plus de poids et plus de possibilités parce qu'elle permettra de faire des choses ensemble malgré les différences. Et l'avenir du projet européen, à mon avis, dépendra beaucoup de cette capacité de donner des réponses aux exigences et aux attentes des citoyens, mais pas dans le sens franco-français, germano-allemand, malto-maltais ou gréco-grec ou autre. Et c'est pour ça aussi cette question, si vous voulez vous engager avec ENA dans une structure qui regroupe les conseils ou les coordinations nationales, avec un partenaire british qui a sur un compte en banque plus d'1 million de livres et qui me dit changement de gouvernement, pour moi pas de problème parce qu'on fonctionne très bien avec Cameron et il nous reconnaît. Très bien, c'est des choix politiques et il faut considérer que l'organisation est toujours un choix politique et aussi sur le plan européen. C'est pour ça que je conclus. On pense qu'on a trouvé au moins maintenant de faire un tout petit peu de progrès sur une question dont à l'époque déjà François Boursin, il y a 25 ans, se chargeait aussi, qui était le statut européen d'une association européenne. On a obtenu 380 signatures de parlementaires au Parlement européen, c'est maintenant sur des rails, et au moins on retrouvera un jour une reconnaissance pour être européen. Parce que pour moi, à titre solidaire, je vais à une réunion de la Commission européenne, on met Conireuter Solidaire Belgium. Pitié, je ne suis pas belge, je ne veux pas le devenir, j'ai déjà une nationalité, c'est suffisant. Et je pense que c'est effectivement le statut européen des associations, il est très important, pas pour les questions juridiques, mais pour reconnaître que nous avons une action transnationale européenne et qu'il faut reconnaître la spécificité des réseaux européens sur le plan européen. Voilà, quelques réflexions. Merci Connie.